Bonjour à toutes et tous, je me présente, Steve Martin, je suis responsable des projets prévention pour Harmonie Mutuelle et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure environ sur le thème orientation scolaire, préparer son orientation dès que possible du collège au lycée. Cette conférence s'inscrit dans le programme national La santé de votre enfant proposé par Harmonie depuis maintenant de nombreuses années. Et ce programme a pour objectif d'accompagner nos adhérents dans le rôle de parents de la naissance à l'adolescence. Ce programme est un hors-série, est un peu différent. Nous avons décidé de le décaler. Il est en lien avec les journées portes ouvertes des établissements scolaires. Vous retrouverez par contre le programme habituel de votre programme de la santé de votre enfant dès la rentrée septembre jusqu'à la mi-décembre. L'intervenant à qui je vais laisser la parole dans quelques instants est Stéphane Vincent. C'est le fondateur de Superfutur. Il collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Stéphane, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rencontre. Merci beaucoup, Steve. Alors, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et comme Steve venait de vous le proposer, donc vous avez ici les éléments du programme qui est le programme Harmonie et que vous pouvez suivre tout au long de l'année. Mais moi, je suis Stéphane Vincent, je suis le fondateur de Superfutur. Et juste pour vous dire qui je suis un petit peu comme vous, c'est-à-dire que alors j'ai 2 adolescents à la maison, hein. J'en ai un qui a 20 ans et qui est en études supérieures, mais c'est pas parce qu'ils ont l'âge d'être adultes qui ne sont pas encore concernés par l'orientation. Et puis j'en ai un qui a 17 ans, qui est actuellement en première. J'ai 52 ans et j'ai passé la plupart de mon activité professionnelle en tant que responsable des relations entreprises dans des écoles, soit des écoles de management, des écoles de commerce, des écoles spécialisées. Et donc mon métier a toujours été la connexion entre la réalité du monde de l'entreprise et des métiers et ce que les jeunes suivaient ensuite, enfin surtout avant, dans l'école. Donc l'idée pour moi, c'est surtout de faire en sorte qu'aujourd'hui on prépare au mieux les jeunes et bien évidemment les familles dans ce monde de l'orientation qui est souvent extrêmement anxiogène. Alors, première partie, on va parler d'orientation et ce que je voudrais surtout, c'est revenir avec vous sur la sémantique propre de l'orientation et du mot le plus important qui est s'orienter. Souvent, on parle d'orientation, mais on oublie vraiment le fondamental. S'orienter, c'est quoi? La première chose, c'est que s'orienter, c'est choisir une direction. Quand on parle de choisir une direction, il y a 2 mots importants. Le premier, c'est direction, mais j'allais dire le plus essentiel, c'est choisir. Et vous allez voir que toute cette notion d'orientation, tout ce qu'on va voir pendant ce webinaire, il va être centré sur cette notion et sur cette importance du choix. Et c'est un élément qui malheureusement est souvent peu évoqué. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous aurez des éléments et que vous allez commencer à choisir une direction et à avoir un cap, vous allez et vous devez comparer plusieurs possibilités. Vous connaissez beaucoup de jeunes, alors peut-être vous l'avez-vous été ou peut-être vos enfants ou les amis de vos enfants ou les enfants de vos amis le sont. C'est des jeunes qu'on rencontre et qui vous disent: «Ah mais moi je sais exactement ce que je veux faire avocat, je veux faire vétérinaire, je veux faire, web designer», je sais pas. Mais en fait, tout ça, c'est une intuition. S'orienter, c'est avoir plusieurs choix, plusieurs solutions, les comparer et c'est surtout ce point-là qui est extrêmement important et qui est souvent peu mis en avant dans l'orientation. Donc ayez toujours ça à l'idée, c'est qu'il faut absolument avoir plusieurs possibilités. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que pour faire ces choix et pour comparer et pour choisir, il faut identifier des critères de choix. Donc les critères, ça peut être des critères pécuniaires, ça peut être des critères de distance, ça peut être des critères de thématique, mais c'est très important de remettre des notions de critères et donc d'avoir une démarche qui finalement est assez scientifique, alors que souvent on est beaucoup plus sur une approche intuitive. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre en place ces notions de critères de choix. Et puis, c'est se donner de la visibilité pour renforcer sa motivation. Alors, la visibilité, c'est pas être le plus visible sur YouTube et avoir le plus de likes. C'est surtout avoir du champ, de la vision. Alors, pour ceux qui font parfois de la moto ou qui conduisent des voitures, quand on rentre dans un virage, le plus important, c'est pas de regarder le virage, c'est de regarder la sortie du virage. Et ben, j'allais dire, c'est exactement la même chose quand vous avez de la visibilité. C'est ce qui va vous donner de la motivation et c'est ce qui va vous permettre de sortir du virage. Donc aujourd'hui, un jeune qui sait plus précisément vers quoi il veut aller, ça va lui donner la possibilité d'y voir plus clair. Je vais vous donner un exemple très concret.
Si je vous dis demain matin, je vais vous demander de vous lever à 4 heures du matin. Je vais vous demander ensuite d'attendre pendant 2 heures. Et ensuite, vous allez être très très mal assis pendant 7 heures et vous allez avoir mal aux oreilles et très mal manger. Est-ce que vous venez avec moi demain matin? Je pense que la quasi-totalité des gens vont dire non. Par contre, si je vous dis, est-ce que ça vous dirait de venir demain soir avec moi dans une piscine à Punta Cana en train de boire un cocktail? Et là, d'un seul coup, c'est marrant, tous les gens vont accepter de se lever à 4 heures du matin, d'attendre 2 heures à l'aéroport, d'être mal assis dans un avion. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on a un projet, où on a de la visibilité, où on a on va trouver la motivation. Donc, c'est des éléments qui sont finalement cruciaux dans cette notion du choix de l'orientation. Alors, l'orientation, c'est le plus tôt possible et notamment à partir de la quatrième. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir des choix qui vont être à faire tous les ans de la troisième à la terminale. On verra plus en détail tout à l'heure tous ces éléments-là, mais tous les ans, on va vous seriner avec un élément de choix crucial pour la suite. Donc, plus vous y prenez tôt, mieux c'est. La deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a peu de moyens pour accompagner les jeunes. Il y a un sénateur là un député pardon, qui vient de faire une sortie cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui a évidemment révélé qu'aujourd'hui on était à 1400 jeunes pour un conseiller en orientation. Ça veut dire aujourd'hui que malheureusement, le mode de fonctionnement de l'éducation nationale ne permet pas d'accompagner correctement sur l'orientation. Et vous regardez toutes les solutions qui existent. Alors, il y a l'ONICEP, il y a le CIDJ, il y a pas mal de choses, mais finalement, c'est assez anecdotique vu les notions d'enjeu. Vous avez la pression des notes. Et ça, je crois que tous les parents, vous êtes souvent focalisés sur le bulletin, sur les résultats. Alors maintenant, vous pouvez en plus les suivre en temps réel avec Pronote. Donc vous voyez que vous êtes en train de monitorer tous ces éléments-là, de remettre un coup de pression systématiquement à vos enfants. Alors, je ne dis pas que les notes, ça ne sert à rien. C'est très important. Ça va être la possibilité derrière de rentrer dans certaines choses, mais ce n'est pas la seule manière de regarder vos enfants. Et cette notion-là, souvent, elle masque la notion des intérêts. Et ce qui est souvent important pour vos enfants, c'est qui ils sont, comment ils fonctionnent, quels sont leurs points forts. Et parfois, les notes ne révèlent pas tous ces points forts. Donc, c'est très important et cette sectorisation, elle ne permet pas aussi parfois de mettre en avant les points forts de vos enfants. Et puis, on est dans un contexte qui est souvent très anxiogène, avec les procédures d'affectation, avec ce que les médias en font, avec la manière dont on en parle, avec la manière dont le corps professoral n'est pas formé. Et donc, vous vous retrouvez aujourd'hui à ce que on parle d'Affelnet, on parle de Parcoursup, on parle de la difficulté. Mais en fait, tous ces éléments-là, si vous les préparez très correctement et que vous les accompagnez, vous allez voir que ce n'est pas du tout anxiogène. Ça se prépare, ça se travaille. Donc la perception qu'on a de l'orientation, elle est plus liée finalement aujourd'hui aux résultats des jeunes qu'à leurs intérêts pour être voilà. Donc ça, c'est un point qui est très important et il faut vraiment en avoir conscience. On oriente les jeunes en fonction des notes. On s'intéresse finalement assez peu à qui ils sont. Il y a surtout cette peur d'être orienté plutôt que de s'orienter. Et n'oubliez pas que d'après la statistique de l'éducation nationale qui est ressortie il y a 2 ans, les parents, vous êtes les interlocuteurs les plus importants pour les ados quand on parle d'orientation. Donc, ne laissez pas ce dossier aux mains d'autres gens, et notamment des médias sociaux. J'ai rien contre les médias, hein, mais vous verrez que ce qui se dit sur Internet, et notamment par certains influenceurs, sont pas du tout pertinents sur les métiers, sont pas du tout forcément vrais pour votre enfant. Ils peuvent être vrais pour certains, mais pas pour d'autres. Donc, faites attention et prenez vraiment votre place dans la dynamique. Alors, je vais revenir sur les principales difficultés qui sont rencontrées par les ados dans leur orientation. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'orientation, elle manque de champ, elle manque de visibilité. Et en fait, on vous demande de faire un choix pour l'année d'après. Mais en fait, vous savez toujours pas où aller. Donc, on vous demande de changer de bord, mais vous savez toujours pas quel est le cap. Et comme les gens qui font de la navigation le savent, parfois, il est important justement de tirer des bords, c'est-à-dire de pas forcément aller où on pensait aller, parce qu'on sait pourquoi on le fait et on sait vers où on tend. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et ça, le problème des jeunes, c'est qu'ils ne regardent que l'année d'après. Donc, aidez-les à prendre du champ et à y voir plus loin. La deuxième chose, et ça, nous, les adultes, donc vous êtes aussi, et avec moi et avec tous les autres, un peu responsables.
quand on parle de notre métier, quand on parle du monde du travail, on a tendance à ne ressortir que les points négatifs. Quand on sort le soir du boulot, on n'a pas forcément envie de raconter les trucs très sympas. Donc on dit: «Ah machin, il m'a embêté. Ah j'ai reçu cette mauvaise nouvelle. Ah la réunion, c'était pas terrible». Et en fait, on déverse des choses plutôt négatives sur notre monde du travail. Donc je vous invite vraiment à changer de paire de lunettes et à essayer aussi de raconter les choses sympas. J'ai pas dit qu'il ne fallait dire que le monde du travail n'était que sympa, hein. C'est un monde qui est, avec ses avantages et ses inconvénients, mais souvent on ne raconte que la partie négative. Donc vraiment, prenez cette nouvelle paire de lunettes aussi pour en parler et vous verrez aussi que les choses vont changer. Vos enfants ont peur de faire le mauvais choix. Il y a cette notion du risque, dans lequel on leur dit: «Attention, si tu fais ce choix-là, tu ne pourras plus jamais revenir». Alors, le monde a changé depuis 25 ans. Aujourd'hui, on a énormément de passerelles qui vous donnent la possibilité de passer d'une certaine partie d'une formation à une autre. On a vraiment la possibilité de se reconvertir. On a une formation tout au long de la vie qui est beaucoup plus pertinente. Donc, je vous en supplie, ne leur mettez pas la pression là-dessus et dites-leur qu'ils peuvent faire des choix à partir du moment où ils sont raisonnés, préparés, travaillés, mais il ne faut pas qu'ils aient peur de faire le mauvais choix. Ça, c'est vraiment un point important. Et puis, oublions pas que, en face, ce sont des ados et que la relation parent-ado, souvent, elle est assez tendue, mais j'allais dire, c'est structurel. C'en est presque normal et légitime. Pourquoi? Parce que vos enfants sont dans une construction de leur propre identité. Ils sont dans l'opposition. C'est leur métier. Leur métier, c'est de dire non, hein. Le pire pour un enfant, ce serait d'avoir des enfants qui disent oui systématiquement à tout. Leur métier, c'est leur propre construction et c'est la revendication d'une autonomie. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est pas toujours évident à vivre. Je suis d'accord avec vous et je suis le premier à, à le vivre tous les jours, mais c'est structurel et c'est très important. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est que eux soient en contestation, que vous soyez là aussi pour argumenter, pour travailler avec eux, ne pas couper le lien, bien évidemment, mais cette notion-là est normale et légitime. Attendez, hop là. Donc, pour revenir, comment bien se préparer à choisir son orientation? La première chose, et peut-être le plus important, c'est de réfléchir à soi. Parce que avant de savoir où on va, il faut savoir où on est. Et souvent, la plupart des jeunes ne savent absolument pas qui ils sont et se font des mauvaises perceptions d'eux-mêmes. Ils s'imaginent d'une telle manière, ils s'imaginent avec un fonctionnement particulier. En réalité, quand vous les connaissez bien, vous vous apercevez qu'ils ne sont pas exactement comme ça. Donc la première chose, c'est de les aider à trouver leurs points forts et à trouver qui ils sont. La deuxième chose, c'est de les aider à explorer et à sélectionner. Explorer parce que parler d'une chose, c'est bien, mais en faire l'usage, aller le voir, développer cette curiosité et sélectionner, c'est vraiment extrêmement important et c'est même crucial. La troisième partie, c'est une fois que vous avez exploré et sélectionné, il va falloir comparer les éléments que vous avez sélectionnés et les hiérarchiser. On revient sur la notion des critères qu'on avait vus sur la première partie. C'est extrêmement important d'avoir tous ces éléments-là et de pouvoir les mettre en avant. Vous avez bien mis en avant la notion de confrontation. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans la notion d'exploration. Mais la confrontation, c'est une fois que vous avez fait toute cette première sélection, que vous avez comparé, hiérarchisé. Là, maintenant, il faut aller dans le dur, il faut aller voir, il faut se confronter. Et c'est là où souvent les stages, le partage avec des professionnels est vraiment un élément plus qu'important. Et ce moment le plus qu'important, il ne peut pas être fait autrement que comme celui que je viens de vous préciser. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui toque à ma porte, j'arrive 30 secondes. Je vous prie de m'excuser. Ensuite, c'est sécuriser ses choix, parce qu'une fois que vous vous êtes confronté et que vous avez comparé et hiérarchisé les points, il va falloir que vous fassiez des choix, mais ces choix, c'est pas un choix, c'est que vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui, finalement, dans votre organisation et dans la manière de gérer, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Au même titre que quand on part en vacances, parfois, on peut prendre la voiture, l'avion
ou le train, là, vous allez voir que finalement, il y a énormément de solutions, de possibilités. Rien que juste pour vous dire, pour Parcoursup, il y a 23 000 formations possibles. 23 000. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Après, tout se prépare et tout s'organise. Et évidemment, il faut prendre ce sujet en main pour éviter d'être orienté parce que sinon, comme je le précisais tout à l'heure, ce sont souvent quand même les professeurs et les conseils de classe qui prennent des décisions si vous n'avez pas fait le travail, si vous n'avez pas les arguments et si vous n'avez pas les notes qui sont idoines pour pouvoir avancer. Et bien évidemment, l'orientation nécessite un cheminement. Alors, quand on parle de cheminement, l'idée, c'est de devenir auteur et acteur de son parcours. Ça veut dire que s'orienter, c'est pas quelque chose qu'on va décider en 1 heure en prenant Internet, voire aujourd'hui ChatGPT. C'est quelque chose qui se construit et surtout qui se mûrit. C'est-à-dire que le travail du temps est quelque chose qui permet d'affiner son projet, qui permet de se dire finalement au début je voulais faire ça, mais probablement que j'ai regardé, ça me plaît pas exactement, j'ai fait un stage, je me suis confronté, c'est pas exactement ce que je voulais. Et c'est toute cette démarche-là qui vous permet finalement d'arriver au bon endroit, dans les bonnes conditions. Mais avant toute chose, vous les parents, il faut que vous remettiez les points essentiels pour que votre enfant puisse avancer. Et peut-être s'il y a une chose à retenir de cette soirée, c'est cette notion de soutien inconditionnel. Nos enfants ne font pas toujours les choix que nous attendons. Et ce qui reste important pour nous, c'est qu'ils comprennent que quel que soit leur choix, vous êtes un soutien inconditionnel et vous les aimez. Souvent, on pense que c'est totalement induit et qu'il ne faut pas leur dire. Je vous invite à dire à vos enfants que vous les aimez et que, en fonction des choix qu'ils vont faire, vous ne serez pas toujours d'accord. Vous pouvez en discuter avec eux, mais que, quel que soit leur choix, vous continuerez de les aimer. Et vous allez voir que certains enfants n'osaient pas vous parler de certaines choses, n'osaient pas parce qu'ils ont vraiment peur que vous ne les aimiez plus. C'est-à-dire que vraiment, vous ne les souteniez plus du tout. Donc, revenez vraiment sur ces points-là, c'est très, très important et vraiment, ça leur redonne du corps et ça vous redonne un tissu, en tout cas un lien qui est très important. Votre ado, il a besoin de quoi? La première chose, c'est qu'il a besoin de reconnaissance. Alors cette reconnaissance, c'est quoi? C'est surtout la valorisation de ce qu'il est, de ses capacités, de ce qu'il aime et de ce qu'il pense. Je vous donne un exemple, souvent, dans les fratries, vous avez, l'aîné qui a développé certaines compétences et puis ceux qui arrivent derrière, on lui dit: «Ah, tu pas pareil, tu es moins bien qu'eux». On oublie souvent de dire que chaque personne dans une fratrie a en fait ses valeurs et a souvent plus de valeurs que les autres sur certains points. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas plus fort que son grand frère qui était en maths, enfin, pas plus fort en maths que son grand frère, pardon, que finalement on n'a pas développé d'autres compétences en sport, d'autres compétences on est peut-être plus organisé, et ça c'est très important pour vous les parents de reconnaître à chacun de vos enfants ses points forts et de les valoriser. La deuxième chose, c'est de regarder aussi la manière dont il pense et ce qu'il aime. Et intéressez-vous vraiment au mode de fonctionnement de vos enfants et regardez ce qu'ils font, à quel jeu ils jouent, quel sport les intéresse, quelle musique ils écoutent, et passez du temps pour essayer de comprendre et de reconnaître que ce qu'ils font, même si ce n'est pas ce que vous faites, même si ce n'est pas ce que vous appréciez, ça a de la valeur. Ça a l'air tout bête, mais c'est un élément structurel qui va leur redonner confiance. La deuxième chose, c'est qu'ils ont besoin de sécurité. Vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leur soutien et ils ont besoin que vous les accompagniez dans les choix d'études. Et savoir que vous êtes là, que vous êtes capable d'être à leur côté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Souvent, vous vous dites, oh, mais moi, j'y comprends plus rien, il fait des trucs, ça m'intéresse pas forcément. Il faut vraiment que vous soyez là et que vous compreniez, que vous puissiez échanger. C'est pour eux un point très important. Donc, comme je vous le disais, c'est l'importance vraiment de valoriser votre adolescent et de lui faire sentir que vous avez confiance dans sa capacité à faire des choix. C'est très important parce que le fait de développer votre confiance dans sa capacité à faire des choix, c'est vraiment lui donner de plus en plus les clés et donc la possibilité aussi de lui donner la possibilité d'être adulte et de devenir autonome dans ses choix.
Si vous prenez les décisions à sa place, en fait, vous l'infantilisez dans la prise de décision et donc à un moment, finalement, c'est plus lui qui décide, c'est vous. Donc si ça se passe bien, ça peut se passer et c'est très bien, mais ça peut ne pas bien se passer. Et par contre, si ça se passe mal, c'est pas de sa faute, c'est de la vôtre. Donc vous avez vraiment une zone de risque qui est importante, donc je vous invite vraiment à de plus en plus les autonomiser et surtout partager avec eux. Alors, votre rôle de parent, c'est surtout, donc, comme je vous le disais, de valoriser et de lui témoigner votre confiance, de lui donner les moyens et le temps nécessaire pour apprendre à choisir. Le temps nécessaire, ça veut dire prenez le temps d'échanger quand il n'y a pas de pression. On accompagne, nous, chez Superfutur, beaucoup de familles, et notamment en terminale, sur Parcoursup et sur les choix de terminale. C'est quand même beaucoup plus simple quand on s'y prend à partir de la seconde et de la première pour préparer une terminale que quand on s'y prend à partir du mois de décembre et qu'il nous reste un mois et demi. Je vous garantis que les notions ne sont pas les mêmes, que le stress n'est pas le même et qu'il faut vraiment prendre le temps pour avancer et faire mûrir le projet. Je vous ai dit aussi de s'intéresser à ses envies et à ses aspirations, souvent dans l'extrascolaire, vous allez voir, souvent c'est la priorité, c'est pas les maths et la physique, mais c'est peut-être ce qu'ils font en termes de sport ou de musique qu'ils écoutent. Rassurez-les quant à l'enjeu et puis surtout, soutenez-les dans leur démarche d'orientation. C'est vraiment les points essentiels que vous devez garder dans votre rôle de parent. Alors, je vous ai fait quelques petits tips pour être plus clair, mais surtout, avant d'aller plus loin, le plus important, c'est qu'on soit d'accord, pas d'accord, parfois avec des moments qui sont un peu difficiles dans les échanges. Gardez un espace de dialogue ouvert avec vos enfants. Parfois, c'est compliqué, mais c'est toujours la possibilité de ne jamais perdre le fil et donc de toujours pouvoir co-construire avec eux une solution. Alors, la première chose, c'est d'anticiper pour éviter de précipiter le choix. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus vous anticipez, plus vous travaillez avec eux et plus vous y prenez tôt, plus vous êtes dans une situation de réussite. La deuxième chose, c'est qu'il faut le rassurer en lui disant « plus on s'y prend tôt, t'inquiète pas, on va trouver et on va trouver quelque chose pour toi. On ne va pas forcément trouver quelque chose qui te convient tout de suite, mais on va trouver. » Donc voilà, c'est comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Évitez de trop vous projeter et de trop projeter. Alors, quand je dis trop projeter ou vous projeter, c'est vous avez votre propre réussite, déjà de ce que vous avez fait, de ce qui sont les métiers importants pour vous, une partie de réussite sociale par rapport au métier. Faites très attention parce que ces projections-là sont des choses dans lesquelles vous pouvez emmener vos enfants dans des solutions d'échec, des choses qui ne leur conviennent pas, qui vous conviennent, mais c'est plus votre orientation, c'est la leur. Et regardez aussi parfois la projection que vous avez sur les métiers qu'ils choisissent. Vous avez parfois des raccourcis qui sont trop rapides. Donc faites très attention à ça sur vos propres projections. Restez bienveillant dans toutes les démarches, c'est-à-dire que même si à un moment ça ne vous convient pas, essayez toujours d'avoir de la bienveillance par rapport à ces choix et par rapport à ce qu'ils mettent en place. Évitez de trop focaliser sur les notes, je l'ai déjà rappelé tout à l'heure. Donc, je n'ai pas dit de ne pas regarder les notes, mais bien évidemment de ne regarder que les notes. Les notes, c'est juste une manière de voir par rapport à une norme. Vos enfants ne se résument pas à des notes. Informez-vous sur les cursus et les métiers. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que si vous voulez discuter avec vos enfants, si vous voulez les aider à se projeter, si vous voulez y voir plus clair, eh bien, utilisez vous aussi les informations qui sont à votre disposition pour commencer à mieux connaître les cursus, pour savoir par où on peut passer, pour regarder les métiers cibles qu'ils visent. Parce que là, maintenant, vous rentrerez vraiment dans une possibilité de dialogue avec eux et surtout, vous aurez la possibilité de pouvoir échanger avec eux sur les cursus et de les aider à faire les bons choix. Faites attention à vos propres représentations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les projections, mais vous avez vous-même des propres représentations sur qui fait une bonne école, qui fait une mauvaise école, qui a fait un mauvais cursus. Objectivement, il n'y a pas de bon et de mauvais cursus. Il y a des cursus appropriés et inappropriés. Et ça, c'est effectivement ce qui arrive à la fin. Je rappelle juste que dans les représentations et dans les cursus aujourd'hui, vous avez 23% des gens qui ont un bac+5 qui changent radicalement de métier dans les 3 premières années parce qu'en fait, ils ont fait des formations, mais ils n'aiment pas le métier au final.
Donc faites très attention à ça, c'est très important. Je donne un autre exemple aussi tout bête sur la représentation. Un métier comme celui d'avocat, vous avez beaucoup de parents qui trouvent que c'est un métier qui est très sympathique, qui est très noble, qui donne un statut social. Il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, au barreau de Paris, il y a 37 000 avocats inscrits et j'en connais quelques-uns qui ne gagnent pas le SMIC. Donc, c'est pas parce que vous êtes avocat que vous vivez correctement. Donc, faire attention justement à ces représentations-là. Et puis, je vous propose un petit jeu qui est le jeu des post-it. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand on rentrait du boulot, on sortait pas forcément les trucs très positifs. Bah, justement, je vais vous proposer tous de prendre des post-it, de les mettre sur la table du salon et quand vous rentrez le soir, vous inscrivez une chose positive qui vous est arrivée dans la journée. Je ne dis pas qu'il n'y a que des choses positives, mais vous allez pouvoir toujours, dans une journée, ressortir quelque chose de positif qui vous est arrivé. Vous le mettez dans une boîte et vous utilisez cette boîte en fin de semaine. C'est-à-dire que pendant le week-end, souvent, avec vos enfants, vous sortez les post-it et vous discutez avec eux et vous leur expliquez ce qui s'est passé. Ça a 3 avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez pouvoir parler de votre métier ou de choses assez sympas avec vos enfants et donc pouvoir tisser un lien sur la partie professionnelle. La deuxième chose, c'est que vous allez leur donner une image de choses positives qui se passent dans l'environnement professionnel. La troisième chose que vous ne voyez pas forcément, c'est que à vous-même, ça va vous donner de la pêche parce que vous allez vous dire ah ouais en fait j'ai fait tous ces trucs super sympas la semaine dernière, finalement c'est pas mal d'y retourner. Donc tous ces éléments-là sont vraiment quelque chose que j'utilise aujourd'hui avec les familles que nous accompagnons chez Super Futur, qui fonctionnent super bien et dans lequel les gens se disent mais en fait c'est un vrai moyen de retravailler le discours qu'on a sur l'environnement professionnel. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des perspectives d'orientation dans le secondaire et des choix que vous allez avoir à faire tous les ans pendant de nombreuses années, puisque ça commence à partir de la 4e, 3e et on va jusqu'en post-bac. Donc, comme vous le voyez, à la fin de la 3e, il faut choisir le lycée. À la fin de la seconde ou au milieu de la seconde, il faut choisir les spécialités pour le bac. Au milieu de la première et à la fin de première, il faut choisir de ne garder que 2 spécialités sur les 3 qu'on vous aura demandé. Et en terminale, vous commencez à rentrer là sur les choix d'études, tous les éléments de Parcoursup. Donc vous voyez que vous êtes dans une rafale de choix qui viennent se superposer les uns après les autres. Vous allez voir que si vous travaillez très correctement, finalement, une vision de l'orientation, vous aurez sur la dernière partie, c'est-à-dire sur la choix des études post-bac et donc finalement des métiers, une vision beaucoup plus claire qui va vous permettre de manière en rétro-planning, de faire tous les choix, mais en connaissance de cause et donc avec beaucoup de clairvoyance. Donc beaucoup moins de stress et beaucoup plus de possibilités d'avancer. Alors, les enjeux de l'orientation dans le secondaire, c'est quoi? C'est d'identifier le parcours le plus adapté à ses envies, c'est de commencer à découvrir et à se confronter au monde professionnel, c'est d'explorer les possibilités d'orientation, puisque vous avez les voies du lycée qui sont les différentes, les spécialités et les différentes études. C'est surtout d'avoir un bon dossier pour pouvoir choisir sa voie. On verra tout à l'heure à quel moment, mais vous allez voir que le dossier scolaire arrive très vite. Et surtout, c'est prendre du temps pour bien choisir son orientation. Quand on rentre au lycée, on sait qu'on va y passer 3 ans. Donc, ça veut dire que les choix d'orientation, il ne faut pas s'y intéresser au mois de novembre de la terminale. C'est un vrai travail qui se construit tout au long de la démarche et qui se prépare même avant, parce que vous allez voir qu'il y a des choix en 3e qui sont cruciaux. Alors, avant de revenir sur la 3e, je voulais quand même vous parler des différentes typologies de baccalauréat, parce qu'en fonction des différentes typologies de baccalauréat, il y a les différentes typologies de lycée. Et donc, vous parlez d'une première partie qu'on mésestime, qui est celle de la voie professionnelle. Donc, la voie professionnelle, ce sont ce qu'on appelle les bacs pro. Les bacs pro, aujourd'hui, c'est 26% des bacheliers en France. C'est un taux de réussite plutôt excellent, de 82%. Et c'est une organisation qui est faite autour, comme vous pouvez voir, de grandes thématiques, la construction, la gestion, la relation client, l'alimentation, l'aéronautique, le numérique et la transition énergétique, l'agencement et la menuiserie. Bref, tous les métiers aujourd'hui que vous pouvez voir dans les différents métiers de l'artisanat notamment, qui sont organisés autour de ces grandes thématiques, sachant que
tout ça, c'est une des grandes familles. Il y a plus de 100 bacs pro différents en France et qui correspondent à des métiers d'artisanat, souvent très recherchés. Donc, sachez que ça correspond à des typologies de jeunes qui veulent s'orienter, soit parce qu'aujourd'hui, le monde scolaire tel qu'il leur est proposé ne leur convient pas forcément et qu'ils préfèrent aller beaucoup plus sur des choses très réalistes qui correspondent à des métiers de professionnels, soit parce que vous avez des enfants qui ont une intelligence de la main qui est extrêmement développée et qui souhaitent tout de suite s'orienter vers une voie professionnelle. Donc là, vous retrouvez vraiment toutes ces grandes familles de métiers autour de la voie professionnelle. Vous avez ensuite la filière technologique, les bacs techno, où là, l'éducation nationale s'est lâchée un peu sur les dénominations. Vous avez du STIDD, du STMG, du STL, du STAV. Donc, pour mieux s'y retrouver, sachez quand même que ça correspond à industrie, développement durable, design appliqué, management et gestion, santé sociale, laboratoire, bref, comme vous pouvez le voir, des choses qui sont beaucoup plus simples que les acronymes qui ont été choisis. On est sur 20% des bacheliers en France et on a un taux de réussite de 90%. Alors, qu'est-ce qui différencie un bac pro d'un bac technologique? Le bac pro, il est fait normalement pour aller travailler à la fin. C'est-à-dire quand vous avez votre bac, normalement, vous êtes professionnel, vous bossez. Le bac technologique, il n'est pas du tout fait pour apprendre à travailler en sortant du bac. Il est fait pour avoir une teinte particulière sur un environnement de bac qui sera plutôt un bac général, mais avec quand même des grandes tendances. Donc normalement, ce sont des gens qui poursuivent des études, notamment en BTS, en BUT ou même à la fac, ou dans certains cas même sur STI 2D par exemple, ou sur management et gestion, vous allez dans les grandes écoles de gestion ou dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et enfin, vous avez le bac général. Donc là, je vous ai mis les spécialités qui sont aujourd'hui impératives, puisqu'en fait, ce sont les spécialités du bac. Il va falloir en choisir 3 à partir de la fin de la seconde. Donc 3 spécialités en première, et vous devrez lâcher une de ces spécialités à la fin de la première, puisqu'en terminale, il n'y aura que 2 spécialités. Donc, on est sur 54% des bacheliers en France, un excellent taux de réussite à 96%, et donc des spécialités qui sont plus ou moins classiques ou plus ou moins exotiques. Dans les grandes classiques, vous retrouvez sciences économiques et sociales, vous retrouvez sciences et vie de la Terre, physique-chimie, mathématiques, langue et littérature, humanité et littérature, et histoire-géographie et géopolitique. Les autres sont un petit peu plus, comment on va dire, exotiques, avec l'éducation physique, pratique et culture sportive, tout ce qui est artistique, tout ce qui va correspondre aux littératures et langues culturelles de l'Antiquité. Donc là, on est sur le grec et le latin, c'est quand même moins évident. Et puis, sciences de l'ingénieur, et puis, alors, numérique et sciences informatiques est souvent pris et devient quelque chose qui est très important. Mais par exemple, si vous voulez faire une école d'ingénieur, vous pouvez prendre numérique et sciences de l'informatique, mais vous serez obligé de prendre physique, chimie et mathématiques. Donc vous voyez que les spécialités du bac, c'est quelque chose d'assez vaste, mais sur lequel il reste quand même des incontournables. Je reviens sur la troisième. Pourquoi? Parce que, en fait, en fonction des 3 bacs qu'on vient de voir, vous allez avoir à faire des choix à partir du mois de mai et du mois de juin. Donc, quand on est en troisième, qu'est-ce qui se passe? De décembre à mars, on réfléchit sur les projets, on a quelques journées portes ouvertes, éventuellement des mini-stages et des passes-pro qui peuvent être enclenchés pour les jeunes qui veulent aller dans l'environnement professionnel. Vous avez le stage découverte pour tout le monde. Fin mars, vous devez exprimer vos choix pour la seconde dans la fiche dialogue et vous avez un premier avis provisoire du conseil de classe. En mai, vous avez la confirmation du choix de filière du lycée. Donc ça, c'est par l'élève et ses parents. Vous avez l'avis définitif du conseil de classe. Et ensuite, vous avez la procédure à FELNET pour rentrer dans les affectations qui auront pour particularité d'être hiérarchisées. Donc, si vous êtes pris dans votre choix 1, vous ne pourrez pas aller dans votre choix 2. Et enfin, à la fin de l'année, le brevet des collèges et les réponses d'AFELNET. Donc, vous voyez que la troisième est quand même une année charnière et qu'il est important de savoir finalement ce que vous voulez faire parce que dans certains choix de lycée, je vous l'ai précisé tout à l'heure, regardez,
vous avez quand même ici certaines spécialités qui sont très particulières, qui ne sont pas dispensées dans tous les lycées. Et donc, en fonction de l'orientation vers laquelle vous souhaitez aller, eh bien, ça peut sous-entendre des choix de lycée qui sont particuliers. Donc, cette notion de réflexion sur l'orientation, elle est vraiment importante pour ne pas subir son orientation et pour surtout rester motivé dans son parcours. Je vous ai mis de manière un peu en opposé les éléments du bac tel qu'il a été revu depuis maintenant 6 ans. Donc, ce qui a changé comparé au bac traditionnel qu'on avait, c'est qu'on a 40% en contrôle continu et 60% de la note finale sur les épreuves anticipées et finales. Quand on met les épreuves anticipées, c'est l'épreuve de la spécialité que vous avez lâchée en fin de première et le bac français. Vous voyez par contre que les 2 spécialités ici qu'on a choisies et qu'on a choisi de garder sont en coef 16. Donc, faut pas se louper, hein, parce que ça rigole pas quand même. Et que derrière, vous gardez la philo, vous gardez aussi le grand oral qui est en coef 10. Et donc, vous avez quand même un bac qui est complètement remanié et qui permet quand même d'aller de plus en plus fort. Vous avez donc toute cette notion-là qui est très importante et qui est une grosse modification. Et puis, vous avez aussi un stage qui est depuis cette année en place en fin de seconde à destination donc des jeunes qui dure soit 2 fois une semaine, soit 1 fois 2 semaines. Mais, je rappelle que ces stages ont lieu une fois que les décisions ont été prises sur les spécialités. Donc, ce ne sont pas des stages qui vont vous éclairer sur les spécialités. Ils vont vous aider dans votre développement pour y voir plus clair, mais c'est absolument pas ça qui va malheureusement vous aider à trancher. Les enjeux du lycée, ça reste quoi? De rester motivé pour réussir sa fin de son parcours, de comprendre le fonctionnement et le calendrier des admissions post-bac qui ne sont pas que Parcoursup. Attention au hors Parcoursup. C'est surtout d'avoir de la visibilité sur les échéances d'orientation et puis c'est prendre son temps pour choisir son parcours. Vous l'avez vu, les parcours peuvent être multiples et plus on a de temps et plus on s'y prend tôt, mieux ça se passe. Alors, je vous ai remis ici une petite frise chronologique de la première et de la terminale, puisque à partir de septembre en première, c'est la prise en compte des bulletins scolaires pour le dossier d'admission post-bac. Donc, ça veut dire que le dossier qui sera présenté à Parcoursup, il démarre en début de première et en gros, il s'arrête au milieu ou en tout cas aux 2/3 de la terminale, hein. La dernière partie, les dossiers auront été rendus. Donc, c'est pas que ça compte pas, mais en tout cas, ça compte pas pour ce dossier-là. En mai, vous avez ici le choix des 2 spécialités que vous devez garder. Et ensuite, en terminale, vous avez la cascade de l'ouverture de la plateforme Parcoursup, des saisies des vœux, de la clôture de saisie des vœux et ensuite de toute la partie où il faut déposer les lettres de motivation. 30 mai, vous avez les réponses et vous avez les résultats du bac le 8 juillet. Autrement dit, tout est joué avant les résultats du bac. Donc, ça veut dire que la mention, c'est souvent pour faire plus plaisir aux parents et aux grands-parents que la réalité d'impact sur le dossier Parcoursup, hein. En même temps, si vous avez des bonnes notes tout au long de l'année et que tout se passe bien, il y a une corrélation entre les 2. Mais l'important, il est vraiment sur toute cette partie-là. Il n'est pas du tout sur la dernière partie du bac et ces éléments-là. Mais attention, si vous n'avez pas votre bac, vous ne pouvez pas aller dans le supérieur. Alors, je vous ai remis quand même des petits éléments de décryptage pour Parcoursup. Parcoursup, c'est un outil d'affectation des élèves dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas ça qui fait votre orientation. C'est juste un outil de saisie. Donc, si vous avez fait correctement votre travail, il n'y a aucun problème. Donc, c'est la possibilité pour vous d'émettre plusieurs vœux d'études avec des réponses obtenues pour chaque vœu. Et il n'y a pas de hiérarchisation. Je vous ai dit tout à l'heure, pour AFLNet, on a de la hiérarchisation. Quand vous êtes pris dans votre vœu 1, vous ne pouvez pas aller dans votre vœu 2. Là, ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez faire 10 vœux et à l'intérieur 20 sous-vœux. Si vous êtes pris dans tous les sous-vœux ou en fonction des réponses, vous avez le choix jusqu'au dernier moment. Et ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que vous avez 3 possibilités de réponse. Vous avez une première réponse qui peut être « vous êtes pris », une deuxième possibilité qui est « vous n'êtes pas pris » et une troisième qui est « en attente ». Donc, en gros, quand vous avez, je prends un exemple, vous avez fait 20 vœux.
Sur les 20 vœux, vous en avez 9 dans lesquels vous n'êtes pas pris. Donc ceux-là, vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. Il en reste 11. Sur les 11, il y en a 4 dans lesquels vous êtes pris. Sur les 11 dans les 4 dans lesquels vous êtes pris, il vous faut en sélectionner un seul dans les 4 premiers jours, de garder un seul vœu. Donc il ne vous reste qu'un seul vœu. Il vous reste en revanche 7 vœux sur lesquels vous avez en attente. Eh bien, au fur et à mesure des désistements des uns et des autres, vous allez remonter dans les listes d'attente et voir à peu près où est-ce que vous en êtes. L'idée, c'est qu'à partir du moment où dans une liste d'attente, vous passez en vœu accepté, vous avez 2 jours pour ensuite choisir entre là où vous étiez et là où vous venez d'être accepté. Donc, comme vous voyez, quand c'est bien préparé et que c'est bien organisé, en fait, ça se passe extrêmement bien. Vous avez ensuite une lettre de motivation à fournir pour chaque établissement. Il y aura donc l'évaluation de votre dossier, mais attention, 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 s'il y a des filières avec des accès sélectifs. Donc, ce sont notamment les environnements de médecine, de psycho, de STAPS, de droit, bien évidemment certaines écoles d'ingénieurs, certaines prépas, les BUT aussi sont des accès sélectifs aujourd'hui parce qu'en fait, elles donnent la possibilité en 3 ans d'avoir un environnement qui est assez proche de l'école de commerce ou assez proche d'une école d'ingénieurs, mais à coût zéro, préparé par la fac. Donc vraiment, faites attention à ça parce que dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a 500 000 bacheliers qui postulent sur Parcoursup. Donc vous n'êtes pas les seuls. Les conseils pour réunir son orientation post-bac, bien évidemment, c'est de commencer à se projeter sur des pistes de métiers et d'études post-bac, et le plus tôt possible parce que ça va vous aider à construire des projets et donc construire notamment les écoles ou les environnements qui vont vous permettre d'y aller. C'est d'explorer ces cursus. Pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir quelles en sont les spécialités attendues, quel est le taux d'accès de ces formations, est-ce que c'est hyper sélectif ou finalement est-ce que c'est plus facile, et puis surtout le contenu des études, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Sélectionner et hiérarchiser les formations, c'est surtout de participer aux portes ouvertes. Je vous invite à aller beaucoup plus aux portes ouvertes qu'aux salons. Les portes ouvertes vont vous donner la possibilité d'aller voir la réalité d'une école, alors que les salons, souvent, vous allez être un peu perdu parce que vous n'aurez que les écoles qui ont payé pour être présentes et vous aurez des gens qui sont surtout là pour vous séduire plutôt que pour vous informer. Je ne dis pas qu'ils ne vous informent pas, mais il y a quand même cet esprit de séduction et souvent on en ressort plus perdu que quand on y est arrivé. Donc faire les salons, mais une fois que vous savez exactement ce que vous voulez faire pour aller voir les bonnes personnes. Ensuite, comprendre le fonctionnement des admissions post-bac et son calendrier. Comme je vous le disais, il y a aussi beaucoup de formations qui sont hors Parcoursup. Et une fois que vous avez compris que parfois il faut déposer des dossiers avant Parcoursup, c'est aussi important pour savoir que vous pouvez être pris avant. Et puis, c'est avant tout réaliser des expériences pour enrichir votre dossier de candidature. Parce que plus vous allez faire des stages, plus vous allez rencontrer, par exemple, du scoutisme, plus vous allez faire des expériences diverses et variées, plus vous aurez la possibilité vraiment d'avoir des choses à raconter dans votre dossier. Quelques dernières clés sur l'orientation. L'élément le plus important, c'est de comprendre ses envies. Comme je vous le dis, plus vous comprenez qui vous êtes, plus vous allez trouver quelque chose qui vous satisfait. D'autre part, il y a de plus en plus de satisfaction dans les choix d'études pour ceux qui avaient pu identifier un projet professionnel. Donc évidemment, il y a le lien de corrélation, c'est-à-dire qu'on choisit ses études parce qu'on a un projet. Ensuite, c'est les expériences de stage qui sont les meilleurs moyens de tester les choix de projet, y compris un stage dans lequel à la fin on dit « En fait, je pensais que j'aimais bien, mais j'ai détesté ça ». Quelle chance! Ça veut dire qu'au moins on sait ce qu'on ne veut pas et on ne fait pas les mauvais choix. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous les parents, que vous êtes des interlocuteurs privilégiés des ados pour échanger sur l'orientation. Voilà, c'est vraiment l'étude Credoc qui est ressortie par rapport à ça et c'est hyper important. Alors, je voulais moi juste vous parler de Super Futur. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les familles et surtout les jeunes pour qu'ils deviennent donc auteurs et acteurs de leur orientation. C'est un accompagnement que nous faisons sur mesure. On repart de chaque jeune en fonction de là où il réside, sa typicité, ses notes, son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on accompagne 75% des jeunes que nous accompagnons ont des bonnes notes partout mais ne savent absolument pas quoi faire. Et ça, c'est à la fois à partir de la 4e, mais aussi au post-bac. On accompagne beaucoup de jeunes, soit qui sont en repositionnement post-bac, soit des jeunes qui aujourd'hui sont en 2e année de licence et se disent « mais finalement, je vais devoir faire un master, je ne sais pas en quoi ».
Et puis, on a un taux de satisfaction qui est de 96% auprès des parents que nous accompagnons. Voilà la présentation et je laisse très probablement à Thierry la possibilité de vous en dire plus pour qu'on puisse voir comment vous accompagner pour votre premier bilan. Oui, exactement. Je vais revenir juste avant, sur l'étape d'avant, pour aborder un certain nombre de questions et qui m'ont été posées, mais en message privé, puisqu'il y a des personnes timides, vraisemblablement. Une question qui était posée sur l'aspect financier, qui peut parfois freiner les envies ou freiner les ambitions. Est-ce qu'il y a des réponses à donner par rapport à cet aspect-là? Alors, plus vous vous y prenez tôt, plus vous allez étudier finalement la manière d'arriver à un endroit. Je suis désolé, je reprends souvent des images de vacances, mais vous pouvez choisir de prendre l'autoroute, mais vous pouvez aussi choisir de prendre la nationale. Donc, regardez bien les solutions qui permettent parfois, sans payer, de pouvoir faire des études supérieures. Je pense notamment à l'apprentissage. L'apprentissage aujourd'hui, c'est à partir du CAP. On va jusqu'au bac plus 5, notamment dans les grandes écoles, hein. Et donc, c'est la possibilité aujourd'hui de trouver des solutions pour avoir une formation qui est reconnue et de très bonne facture et qui, de toute manière, ne sera pas payante. Je reviens juste sur l'apprentissage. Quand vous passez une formation en apprentissage, que ce soit le bac, que ce soit une formation supérieure, que ce soit un BTS, que ce soit une grande école, vous avez exactement le même diplôme qu'une personne qui l'a passé en temps plein. Donc voilà. Après, il y a des très bonnes écoles aussi et effectivement, c'est payant. Alors, je rappelle que les écoles privées sont payantes parce que l'éducation nationale, c'est nous qui la payons et il faut savoir aujourd'hui qu'un bachelier, ça coûte 9 800 € par étudiant. Donc, on ne se rend pas toujours compte du prix. C'est pour ça que parfois, quand on voit le prix des écoles supérieures, on a l'impression que c'est démentiellement cher. En fait, notre formation, ne serait-ce qu'au lycée, coûte très cher. Ok. J'avais une autre question sur les années collège. En gros, quand les années collège, choisir un bac pro, c'est pas forcément évident. Et quand les années collège sont parfois des années de calvaire, puisque parfois les enfants ne sont pas forcément adaptés. J'ai une question autour de comment est-ce qu'on peut rattraper ça, y compris pour les enfants qui peuvent lâcher potentiellement en cours d'année. Voilà. Alors, j'allais dire le plus important avant que le jeune lâche ou quand il a déjà lâché, ça peut arriver, c'est nous de ne pas lâcher et justement de voir comment on peut l'aider à faire émerger ses points forts. Si vous avez un jeune qui est pas adapté, qui est pas approprié au mode de fonctionnement et aux attentes de l'éducation nationale et du programme scolaire, c'est pas pour ça qu'il est nul, hein. C'est qu'il est pas bon là où on l'attend. Si vous demandez à un éléphant de monter à un arbre, il va pas y arriver, hein. Donc, le principal, c'est surtout d'aider chaque jeune à retrouver ses points forts. Pour l'instant, chez Super Futur, tous les jeunes qu'on a pu accompagner, même certains dans des conditions que vous étiez en train de développer, on les a aidés à reprendre confiance en eux. On a aidé aussi les parents à revoir, à prendre un autre regard sur leur enfant et à se dire finalement, il n'est pas forcément là où je l'attendais, mais il a aussi d'autres choses qu'on va pouvoir développer. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on a trouvé son axe, on restera vigilant et on restera exigeant. Je prends toujours un exemple, hein, vous êtes en salle de quatrième, vous avez Philippe Etchebest, vous avez Zinedine Zidane et vous avez Xavier Niel. Il n'est peut-être pas pertinent d'emmener tout le monde en se disant faut qu'on aille tous en terminale. Peut-être qu'il y en a qui peuvent faire du foot et il y en a qui peuvent faire de la cuisine, hein. Ok. Eh bien, merci pour ces questions. On passe à l'élément, à la slide d'après. Steve? Hop. Oui, bon, voilà. Oui, avant de remercier tout le monde, je voudrais remercier Stéphane pour plusieurs raisons, pour la qualité de son intervention, mais également parce que si vous souhaitez plus d'informations, il va prendre le temps et gratuitement de vous orienter sur une approche très individuelle de 30 minutes, de 20-30 minutes. Et il a été encore plus sympa puisque même si les gens qui le sollicitent ne sont pas adhérents,
eh ben, il va jouer le jeu de les accompagner aussi. C'est-à-dire que vous pouvez scanner, prendre en photo ce QR code et en faire profiter vos voisins, vos amis, si vous pensez qu'ils sont aussi en difficulté sur la compréhension ou l'orientation de leurs enfants. Voilà, on fera un petit courrier de remerciement et on vous rejoindra de toute façon les éléments. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier évidemment. Donc merci Stéphane, merci. Merci à vous. Avec plaisir. N'hésitez pas donc à noter ce webinaire puisqu'il y a un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve sur le programme de la santé de votre enfant. Pas tout de suite, plutôt à la rentrée septembre, mais on vous informera du programme normalement dès cet été pour que vous puissiez vous inscrire. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.